Ce podcast Box Story vous est présenté par Premium Mix, expert en champs nourriciers, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery. Je vois ça, je suis tellement content. Gros, man. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission de la série Box Story. Mon nom est Raphaël Turcotte et c'est moi qui serai votre animateur. Donc, le printemps est à nos portes et du même coup, un paquet de projets en lien avec la saison de chasse 2025 vont se mettre en branle. On avait envie de vous faire un petit spécial chasse, un petit spécial boc mature afin de mieux vous aligner dans vos projets à venir pour la saison. Donc, on a avec nous nul autre que Luc Brodeur pour en parler. Donc, salut Luc, comment ça va? Ça va très bien, Raphaël, toi-même? Hey, ça va-tu bien? Les oiseaux chantent, le soleil est sorti, la neige fond. Il y a des oiseaux partout, puis comme tu dis, le Uh-huh. matin, là, tu sors de la maison, puis ça chante, là, c'est vraiment, ça a changé en Ouais, quelques jours. Là. c'est fou, là, ça me donne envie de sortir. Là, 2 semaines, on est encore un peu en dépression hivernale, mais là, d'un coup sec, ça vient de décoller, fait qu'on est content. C'est fou comment que ça change vite, hein? C'est Ah ouais, très rapide. ouais, avec le changement climatique, mais ça peut bien revenir la semaine passée, dans 2 semaines, on ne sait pas, là. On va en Ben, profiter tandis que ça passe. de ce que je vois, je pense que le printemps, il est déjà bien établi. Là. Bon, on va pouvoir commencer à sortir et aller chercher des cornes. Absolument. Donc, hey Luc, aujourd'hui, gros sujet quand même. On va essayer de s'en sortir dans à peu près 1 heure parce qu'on va essayer de toucher un peu à tout sans rentrer trop en détail dans chaque affaire parce qu'on s'en sortira jamais. Il faudrait quasiment faire 5 podcasts là-dessus. Là. Oui. Mais on va regarder avec les gens, dans le fond, qu'est-ce que ça prend pour avoir des bocs matures sur un territoire parce que tu as quand même beaucoup d'expérience par rapport à ça. Tu as fait des aménagements, tu as travaillé avec François Pelletier de Multifonds. Vous avez fait beaucoup de projets ensemble. Tu as dû voir des trucs qui se ressemblent d'un endroit agroboc à l'autre. Parce que tu peux arriver sur une terre et il n'y a jamais rien. Tu auras beau faire autant d'efforts que tu veux, puis on dirait que. Puis tu arrives ailleurs, puis il y a des facteurs qui influencent ça. Fait qu'on est là pour en parler. Fait que, selon toi, c'est quoi les 2 choses les plus importantes pour avoir des bocs matures sur un territoire? Les 2 choses les plus importantes, je te dirais que c'est d'abord un habitat. Dans le fond, c'est un sanctuaire. Il y a besoin d'un sanctuaire où il va avoir la paix. Ça c'est un des facteurs que je te dirais primaires que j'ai remarqué que chaque endroit où j'avais des possibilités d'avoir de belle qualité de chasse, c'est parce qu'on avait soit une swamp ou un bois très, très sale, inaccessible, ou un bois qui n'était pas chassé de grande envergure, qui permettait aux chevreuils de pouvoir se réfugier. Ça, je te dirais que c'est un des points les plus importants. Et le deuxième point, bien, c'est la qualité de l'habitat. La qualité de l'habitat est vraiment importante. C'est le mâle a une saison très courte pour faire sa masse musculaire et faire ses réserves de gras avant le rut. C'est très, très court. Fait qu'il faut qu'il soit hyper efficace. Fait qu'il choisit ses habitats en fonction d'être le mieux préparé possible pour la période du rut. Est-ce que aussi la protection des jeunes mâles pourrait en faire partie? Écoute, Raph, la chose la plus importante, je te dirais que c'est la protection des jeunes mâles. Ça part de là. T'as pas le choix. Au Québec, on a une pression de chasse excessive. Et puis, le fait de récolter trop de mâles par rapport à ce que le cheptel est capable de produire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à avoir le mâle mature. Fait que la première étape, on n'a pas le choix. Il faut protéger une partie des mâles. Donc, on a 2 sujets ici quand même. Bon, ça peut paraître simple, la protection des jeunes mâles, mais d'après moi, c'est le plus difficile en même temps, du fait qu'on ne peut pas contrôler tout autour de nous. Non. Tandis que la qualité de l'habitat, elle, puis le sanctuaire, c'est quand même quelque chose qu'on est capable de travailler de notre côté en faisant différentes choses. C'est ce qu'on va discuter parce que de toute façon, au travers de ça, la qualité de l'habitat, c'est vague. On va Oui. essayer de rentrer un peu plus dans certains détails. Parfait. Donc, justement, ton premier sujet, on va commencer avec la protection des jeunes mâles. En quoi ça consiste une saine gestion et protection des jeunes mâles? Comment tu pourrais qualifier ça exactement pour aider les gens? Là? Écoute, le plus bel exemple que je peux partager, OK? On le sait, même au niveau de la pêche, on est beaucoup de pêcheurs au Québec. On est tous des fans de chasse et de pêche. Et, tu sais, il y a des années où le doré allait pas bien non plus. Là. Puis ils ont pris ils ont mis des restrictions en place
pour permettre aux dorés de se relever au niveau des populations, puis ça a fonctionné très bien. Fait qu'il y avait des réglementations pour s'assurer qu'à telle grosseur, on le remettait à l'eau pour avoir une chance d'avoir une gestion durable, dans le sens que dans 15 ans, il va y avoir autant de dorés, puis on va avoir autant de plaisir. Le mâle, c'est la même chose. La protection la restriction de la taille légale des bois, le RTLB, c'est exactement ce qu'on veut faire, protéger une partie des segments mâles pour s'assurer qu'à long terme, on ait une structure d'âge qui va être équilibrée, c'est-à-dire des mâles d'1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi, aller jusqu'à 7-8 ans. Et ça, c'est ce qui est normal dans la nature. Quand tu as zéro pression de chasse, tu as des mâles d'1 an et demi, aller jusqu'à 8-9 ans, avec une structure d'âge, je te dirais, mettons, 50 à 55% des mâles ont 2 ans et demi et plus, puis un 45-50%, 1 an et demi et moins. Ça, c'est ce que la nature veut. Mais de la façon qu'on gère, c'est pas là qu'on est. On prélève combien pour le fun de mâles d'1 an et demi à peu près? C'est quand même dur à dire parce que c'est pour, tu sais, quand on s'enregistre nos chevreuils, le ministère, ça serait tellement facile de savoir c'est quoi un mâle adulte. C'est-tu un chevreuil d'1 an et demi? Pour eux, oui. Là. Ou est-ce que c'est un chevreuil de. C'est-tu quantifiable, ça? Oui, les chiffres qu'on a vus, parce qu'on a pris beaucoup de statistiques hein, quand on a fait nos études avec le COGAFA. Là. On avait enregistré au-dessus de 2000 chevreuils chez Ferland Sport, puis on prenait toutes ces données-là. Ben il m'aidait beaucoup dans ce dossier-là. Puis on enregistrait, puis je te dirais que 85 à 90% des chevreuils, c'était des mâles d'un et demi. C'est ça qu'on vivait dans la zone avant le RTLB. Là. Je te parle avant le RTLB. Quand le RTLB est arrivé dans la 6, ça a changé rapidement. Mais avant ça, tu vas dans les boucheries, tu vas partout. Là. Tu vas dans un frigidaire d'un boucher, puis il n'y en a pas de mâles matures. Là. C'est des mâles d'1 an et demi à 85-90%. Ça, c'est ce que le monde, on voit sur le terrain. Pour te donner une idée, là, parce que quand on a fait la recherche avec COGAFA, on avait déterminé le nombre de mâles d'un et demi qu'il y avait sur 8 km². Okay? Puis on avait exactement les statistiques du ministère géoréférencié du nombre de mâles du nombre de mâles enregistrés. Okay? Puis nous autres, avec Ben Ferland, on le savait si c'était du mâle d'un et demi ou plus. Okay? Puis quand on avait, mettons, sur un 500 acres, puis c'est une zone à forte densité, là, on s'entend, là, il y a du chevreuil dans la région d'Acton. On avait à peu près, dans les bonnes années, là, 6 à 7 mâles d'un et demi sur 500 acres. Okay? C'est quand même beaucoup. Tu as juste 500 acres, puis tu as 6 à 7 mâles d'un et demi. Mais sur les 6 ou 7, quand il en restait un après la chasse, c'était très chanceux. Fait qu'il y avait des méchants trous au niveau de la structure d'âge. Les gars ne devaient même pas avoir de gros bugs de toute façon sur leur caméra. Dans ce temps-là, les caméras existaient. Là. Fait que tu étais au courant un peu de ce qu'il y avait. Pense-y, Raph. Tu avais 5 à 6 chasseurs au kilomètre carré, tu avais 3 bucks d'un et demi. Ils n'ont pas de chance. Zéro. Zéro chance. Ouais. Zéro chance. Puis c'est pour ça que des mâles matures, il n'y en avait pas. Puis quand le RTLB est arrivé, on l'a vécu. On a été 2 ans à les protéger, puis en seulement 2 ans, il y a eu une explosion de mâles de 2 ans et demi, 3 ans et demi. Là, les gens disaient des mâles matures. Ils n'étaient même pas encore matures. Imagine le potentiel. Il y avait 2 ans et demi. Ben oui, je sais. Imagine le potentiel que ça pouvait avoir de continuer ce projet-là. Dans le fond, ils l'ont continué, mais le problème, c'est qu'ils ont tout changé le règlement autour dans les autres zones. Et là, ça a été la catastrophe. On est revenu pratiquement au point de départ. Pas tout à fait, parce que là, les gars, ils ont compris, ils ont goûté. Fait qu'ils font plus attention, mais c'est vraiment C'est la triste. pression de chasse aussi qui a augmenté, parce que là, la 6, elle a eu comme une notoriété. Fait que là, les terres sont mis à se louer. Des micro-pourvoyeurs sont apparus avec un paquet de chasseurs qui passent. Fait que tu sais, c'est tout un peu, tout le monde veut piger dans le plat de bonbons à ce moment-là. Puis avoir sa part du gâteau, mais tu sais. Non, puis c'était triste. Puis, gars, l'Outaouais qui était en chute libre, mais beaucoup de gens de l'Outaouais venaient chasser dans la 10. Non, ça a créé un déplacement de chasseurs. Ben oui. Absolument. Mais si on le ferait, si on aurait fait ce type de gestion-là à grandeur du Québec en même temps, le monde aurait resté dans le territoire, il n'y aurait pas eu plus de pression et tout le monde en aurait profité avec une qualité vraiment exceptionnelle. Puis ça, je vous le dis, là, un RTLB volontaire, on l'a essayé pendant plusieurs années sur le COGAFA, ça ne fonctionne pas. Il s'agit d'un groupe
parmi 5-6 groupes pour détruire tout le travail des autres. Ben C'est oui. pour ça qu'on travaillait pour un RTLB réglementaire, pour s'assurer de les protéger, ces mâles-là, pour qu'une fois qu'ils ont 2 ans et demi, bien là, oui, tu peux en récolter l'année d'après, mais c'est de plus en plus difficile à récolter les mâles qui vieillissent, fait que tu te donnes une chance d'augmenter ta population. Le RTLB volontaire, ça reste un peu comme ce que le gouvernement nous propose, semble vouloir aller, mais on s'entend qu'avec des armes aussi efficaces que les carabines qui permettent à peu près partout aujourd'hui, tu ne peux pas fonctionner avec un RTLB volontaire. En plus, tu as le droit à 2 bucks dans bien des zones. On s'entend que les gars vont s'en taper un, le premier qu'ils vont voir. Ces affaires-là d'RTLB volontaire, ça fonctionne dans les endroits où il y a des armes à courte portée, pas des endroits à armes à longue portée comme on a ici avec des saisons de carabines longues et des affaires. Oui, puis tu sais, un RTLB volontaire, entre toi et moi, Raphaël, tu as parlé à beaucoup de chasseurs, là. Les chasseurs ont une bonne volonté. Les 2-3 premiers jours, ils laissent passer. Ouais. Puis à un moment donné, ils ne voient que ça, puis ils se disent, ben, coudonc, il n'y a pas d'autre chose. Fait que Ouais. la 5e, 6e journée, tu le tires, c'est plus un RTLB volontaire. C'est pas parce que tu l'as laissé passer 2 jours que tu le récoltes au bout de 2 semaines que c'est un RTLB volontaire. C'est pas ça un RTLB volontaire. Mais, tu sais, c'est difficile à juger les gens à ce niveau-là parce que On un n'est pas tous à la RTLB, même place. Ouais. ben non, puis le RTLB volontaire te donne le droit de le récolter quand même, le jeune mâle. Fait Ah que ce oui. que ça fait, c'est que c'est comme un statu quo, dans le sens que tu n'as pas de RTLB, carrément. C'est juste ça que ça veut dire. C'est comme de. Ouais, c'est ça. Je comprends ce que tu vas en venir. Puis, de toute façon, d'être encadré là-dedans pour les premières années, je pense que ça serait un boss. Puis, à partir du moment que tout le monde verra à quel point c'est bon, tu sais, Ah, là, peut-être dans 10 ans, 15 ans, tu peux peut-être penser, dire, OK, mais là, pour l'instant, il faut l'instaurer afin de. C'est comme la ceinture. Les gens, c'était volontaire de mettre notre ceinture. Il a fallu quoi? Il a fallu qu'ils mettent des amendes. Puis là, les gens sont mis à s'attacher dans leur auto. ben oui, ben oui. La même Puis chose que aujourd'hui, tu n'entends plus parler. Les gens le font, puis ça on le fonctionne. fait automatiquement. Puis le pire, Oui, c'était notre vie, hein. Puis oui. les gens s'en souciaient pas. Fait Non, qu'imagine pour les chevreuils, comment ils s'en soucieront pas. non, c'est hallucinant. Mmh. Puis, tu Mmh. sais, là, c'est dommage parce que j'ai des messieurs qui me disent qu'ils étaient à compte, puis qui ont goûté au Mmh. RTLB dans la 6, puis qu'aujourd'hui, ils sont pour à 100%. C'est, c'est clair que le monde aura appris et aura apprécié, même Mmh. si les 1 ou 2 premières années auraient été un peu plus difficiles, mais à moyen terme, pas à long terme, à moyen terme, on aurait eu vraiment un gros Ouais, changement. le changement n'est pas long. 2 ans, puis ça, c'est ça. Puis rappelons, il faut se le rappeler, Raph, là, les réseaux sociaux étaient en feu après 2 ans d'RTLB. C'était fou. Il y avait Ah des ouais. photos de beaux mâles partout sur les réseaux sociaux. Le monde capotait. C'était vraiment de toute beauté. Fait que quand on vient se faire dire par le ministère que ça ne fonctionne pas, hey, excuse-moi, là. Excuse-moi, là, il y a de quoi qui marche pas à quelque part. Là. Fait que ça, c'est vraiment. Puis c'est pour ça qu'on se bat encore. Puis je vais continuer à Mmh. me battre toujours parce que les gens mais qui aient goûté à cette qualité de chasse-là. Puis c'est notre rôle en tant que chasseur, hein. C'est notre rôle de s'assurer qu'il y a encore de la relève plus tard. Puis Mmh. Ah oui. qu'il y ait une ressource qui. Puis regarde le plan de gestion, c'est écrit en mot pour mot. Une gestion durable de la ressource. Et où la Ben, gestion durable? ouais, durable. En fait, il y a du chevreuil comme autant, il y en a, mais tu sais, ce qu'il y a, Oui, c'est mais peut-être pas nécessairement ce qui fait plaisir à tous, puis qui motive les chasseurs. Je pense qu'une des choses que les fonctionnaires oublient, c'est qu'ils ne savent pas comment on fonctionne en tant que chasseur. Ça nous prend une motivation aussi à quelque part. Oui, il y en a qui vont les oui. chasser juste pour ramasser de la viande, ramasser. Mais il y en a une partie aussi qui ça leur prend une raison pour y aller, dans le sens, on aime ça être là, mais s'il n'y a rien pour nous Hum. motiver à y aller, les gens vont se tourner vers d'autres choses un jour ou Puis, l'autre, là, tu sais, tu sais, là, au-delà du besoin du chasseur, hein, tu es un Mmh. biologiste. Ton rôle, c'est de faire de la gestion de la Mmh. faune. Ah ouais. OK? Un chevreuil, c'est quoi l'espèce chevreuil? C'est un ratio 1,3 femelles par mâle. C'est presque autant de mâles que de femelles, avec une structure d'âge de mâle mature. C'est ça, le chevreuil. C'est pas un ratio 5-1 avec un spike une fois de temps en temps. Fait qu'en partant, tu déséquilibres tout. Puis là, je Mmh. t'amène à un point hyper important qu'il faut que tu comprennes. Puis je fais une relation avec l'agriculture. OK? En 2020-2021, on a connu pas mal les 2 années records de sécheresse.
Mhm. 30, 31 jours, pas de pluie, chaud. Puis, tu sais, c'est facile de dire, ouais, mais c'est à cause du réchauffement climatique. C'est à cause de ça, fait qu'on va souhaiter qu'il n'y ait pas de sécheresse l'année prochaine. Non. C'est pas ça qu'ont fait les agriculteurs. Puis encore moins le ministère de l'Agriculture qui travaille en collaboration avec l'industrie et les agriculteurs. Ils ont trouvé des solutions pour rendre nos sols plus résilients. Ça veut dire trouver un moyen de mettre de la matière organique dans le sol, d'empêcher de travailler ce sol-là pour pèse matière organique. Puis on sait que plus on a de matière organique, bien, plus on a d'eau dans le sol, plus on va être résilient au niveau des sécheresses. Fait que, est-ce qu'on se plaint à tous les fois? Ouais, mais là, non, c'est Mhm. la sécheresse, puis c'est à cause que la planète réchauffe. Non, trouve-toi une solution, puis il y a une façon de rendre ça plus résilient. Puis dans le chevreuil, ben, c'est une bonne gestion de l'habitat et une bonne gestion du cheptel va faire que ton cheptel va être beaucoup plus résilient. Et Résilient aux hivers durs puis aux affaires. Ouais. ça ne veut pas dire qu'on ne perdra pas de chevreuil. On va en perdre. Mais si on en perd moins parce qu'ils sont plus en forme, puis que les femelles sont plus productives, on va récupérer ces hivers difficiles-là Mhm. beaucoup plus rapidement. Puis ça, on a des chiffres, on a des études pour le démontrer. Mhm. C'est juste que c'est pas l'hiver, c'est pas vrai, c'est pas ça le problème. Le Ben, il n'y a problème, pas juste l'hiver, là, tu sais, à un moment non, donné. Là, non, 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 parce que l'hiver, j'étais jeune, là, dans 30-40 ans, il y en avait des hivers, puis il y avait Mhm. le chevreuil. Il y avait le Ben chevreuil. oui. Bon, Mhm. fait que, Mais il y avait peut-être plus d'habitats dans ces temps-là aussi. C'est plus et d'habitats de voilà. qualité. Hein, c'est ça, ça fait Et la différence. voilà. Mhm. Et voilà. On avait des beaux ravages dans le coin de Métis, dans le coin d'Armstrong. Le ravage d'Armstrong, ça a été bûché à blanc. C'est sûr qu'il va y avoir moins de chevreuils dans la zone 4. Tu coupes les habitats d'hiver, c'est sûr qu'ils n'auront pas la capacité de passer au travail Mhm. des hivers. C'est pas l'hiver le problème, c'est l'habitat. Mhm. Ça va faire partie d'un autre sujet tantôt. Oui, Donc, on a parlé d'une saine gestion, bon, OK, la taille légale des bois qui fait en sorte qu'au final, il y a un certain nombre de mâles qui passent au travers puis que l'année d'après sont là, donc ils tombent à 2 ans et demi. Donc, ça donne une chance supplémentaire. oui. Mais combien de bocs on peut penser récolter de façon saine sur un nombre d'arcs X, mettons? Y a-t-il un chiffre là, que tu peux aider aux gens? Parce que dans certaines zones, tu as le droit à 2 bocs par chasseur. Si je prends, mettons, un exemple, j'ai une terre de 100 arcs, on est deux à chasser là-dessus, on aurait le droit de tirer 4 bocs. 4 bottes. Pensez sur 100 acres, là, Ouais. Est-ce que c'est, c'est. c'est une récolte de 10 mâles au kilomètre carré. Sais-tu comment il y en avait dans une zone à forte densité, dans la zone 6, avant RTLB? Sais-tu comment il y avait de bocs? De bocs, non. Il n'y avait pas 2 bocs au kilomètre carré. C'est Là, l'enfer. on a le droit à 10. Bravo. Bon, ben, c'est Bravo. ça. Ah Non, ouais, mais, non, mais ça fait un non-sens. c'est juste pour te donner l'image. On les a, les chiffres. Là. On les Mhm. a, les chiffres, puis ça fonctionne tout simplement pas. On est juste trop de chasseurs. Fait que, tu sais, la question, c'est combien de mâles je peux récolter sur un terrain. Je te donne un exemple. Un terrain vraiment bien équilibré avec une belle structure d'âge, puis que tu veux garder des mâles matures, là, parce que là, ça dépend. Un mâle mature, il y en a que c'est 2 ans et demi, 3 ans et demi. Il y a des On va groupes que parler ça de va être 4 ans et demi, mettons. bon, 4 ans et demi et plus. Si tu veux récolter 4 ans et demi et plus, au-delà d'un mâle au kilomètre carré, tu commences à te tirer dans le pied. Fait que, tu sais, on parle d'un kilomètre carré, ça inclut beaucoup de chasseurs là-dedans. Tu sais, quand tu penses à ça, 1 kilomètre par 1 kilomètre, il peut y avoir peut-être 15-20 gars là-dedans. Là. Ben, normalement, la moyenne de la zone 10, c'était 5 chasseurs au kilomètre carré. 5 chasseurs au kilomètre carré. Bon. Puis Fait si tu as le droit à qu'autrement 2 dit, t'as le droit à 2 ouais. bucks chaque, ça tombe à 10, il faudrait t'en récolter un. Il y a une pression énorme sur les bocs Ah, matures. On le voit de toute façon ben oui. de par nos inventaires de caméras. Plusieurs d'entre vous ont peut-être le remarqué. À partir de 3 ans et demi, on dirait qu'il y a un blocage qui se crée. Il y a comme une barrière. Ouais. Parce que là, s'ils commencent vraiment à. C'est pas des mâles matures encore. Il leur manque encore une année, mais c'est le moment où ils font le plus d'erreurs. Où est-ce qu'ils sont le plus beau développement, peut-être, de 2 à 3 ans et demi. Là, ils font un pas pire saut. Fait que les gars, Ouais. ils Ouais. collinent. Fait que c'est C'est plus dur à difficile. laisser passer. Ben, c'est plus Ouais. difficile à laisser passer. Mais Ouais. il y a quand même une barrière du fait que le peu qui se rendent à 3 ans et demi, ben, à 3 ans et demi, souvent, ils bloquent. Puis, Absolument. on Puis ça, dit. c'est quand tu es chanceux, tu as un territoire qui est, comme je te disais tantôt, sale, sanctuaire, que le chevreuil Mhm. va être capable de se cacher. Parce que dans les bois clairs, où il y a un paquet de chasseurs, oublie ça. Là.
premièrement, les mâles, ils restent pas là. Ils savent qu'ils vont se faire, tirer. Là. Fait que, tu sais, c'est l'aspect numéro un, le plus difficile à traverser, c'est vraiment la protection des mâles pour pouvoir monter notre segment, notre structure d'âge. Ça prend une réglementation. Tu n'as pas le choix. Puis il va falloir qu'on soit moins de chasseurs que ça, parce qu'actuellement, là, écoute, ça a l'air que ça a remonté encore avec tous les nouveaux règlements. On est rendu à 140 000 chasseurs. Ça n'a aucun sens. Ben, on est tous concentrés, c'est 140 000 chasseurs concentrés dans le sud du Québec majoritairement. Fait que ça Dans fait en pas sorte grand. non, c'est ça, dans pas grand, c'est sûr et certain. Exact. Mais ça prend juste au final que avant d'entamer tous les autres sujets qu'on va aborder avec vous pour les bucks matures, il suffit juste d'être mal entouré, puis Oui. qu'au final, tous les efforts que vous faites, ça soit réduit à zéro. Tant que tu ne gères pas cette partie-là, tu as beau faire ce que tu veux pour le reste, que ce soit l'habitat, sanctuaire, tout le kit, tant que tu n'as pas l'aspect gestion de ta protection de tes jeunes mâles, tu es pogné dans le trou. Puis écoute, il y a des territoires qu'on a grands, nous autres, là, puis c'est pas facile. Là. Il en reste des mâles matures parce que c'est sale, c'est les swamps, on vient à bout de contrôler des bonnes parties, mais ça reste que la quantité n'est pas énorme. Il faut faire attention. Ah, clairement. Puis, dans le fond, on a parlé de la protection des jeunes mâles, mais moi, je pense que du même coup, est-ce que tu pourrais associer ça à un prélèvement de femelles qui est quand même, tu sais, contrôlé, important? Tu sais, on ne peut pas juste dire on sauve les jeunes mâles et on ne tire pas de chevreuil. Il faut quand même, s'il y a un déséquilibre, il faut. En fait, on ne tire pas assez de femelles dans les zones à forte densité. Puis même dans les zones à faible densité, là, ça me fait rire qu'on dise qu'on veut protéger les femelles parce qu'il n'y a pas gros de chevreuil. Pourtant, je vois à la Pocatière, je vois à Rivière-du-Loup, des places là, collées sur le fleuve dans les zones agricoles. Ils voient plein de femelles. Les gars, ils envoient du chevreuil. Dans Zec Owen, là, les gars, ils voient plein de femelles. Mais ils ne voient pas de mâle. Ils ne peuvent pas en tirer de chevreuil. Il n'y en a pas de mâle. C'est un mâle, je ne sais pas comment grand, c'est des faibles densités. Fait que c'est difficile de croiser ce petit mâle-là qui reste sur la quantité de chevreuil qu'il y a. C'est pas beaucoup là-bas. Les chasseurs qu'il y a aussi, là. On s'entend que les chasseurs, s'ils voient le pauvre Spike passer au travers. Je connais un gars là, qui chassait dans Zach Owen, puis il voyait 15 à 20 femelles évaux. Puis quand il voyait un Spike, il était chanceux. Là. Mais pourtant, il voyait le chevreuil. Là. C'est l'enfer. C'est dur de garder des gars motivés dans cette optique-là. C'est bien beau de voir du chevreuil, mais oui, on est là pour relaxer, mais on est aussi là pour avoir un certain niveau d'adrénaline puis de challenge, de passion. Là. Quand que tu vois tout le temps les mêmes 15-20 femelles avec vous, excusez, là, mais on change de place. Là, je ne reste pas là. Ouais. Puis tu sais, tu pourrais avoir, au lieu d'avoir 15-20 femelles évaux, puis mettons 15-20 femelles évaux, mettons que ça te donne 12-13 femelles, ça veut dire que tu pourrais avoir 2 bocs pour tout ça. 2 bocs sur tes 15-20 femelles évaux. Ben, tu peux-tu avoir 12, 13, 14 femelles évaux puis avoir 6, 5, 6, 7 bocs? Ben, tu n'auras pas, pas plus de chevreuil. Là. Non, je sais. C'est toutes ces femelles-là, mettons que la Zach Owen, je ne connais pas l'habitat, je ne connais pas la capacité de support de ça, mais ça reste, c'est quand même, c'est 15-20 femelles, mais il ne peut pas avoir 50 chevreuils, je veux dire, ça reste que l'habitat est contrôlé, ben, le chevreuil est contrôlé par l'habitat d'une certaine façon, fait que tu ne peux pas espérer avoir ces 15-20 femelles-là en plus de 15 bocs, mettons, ça reste, il faut que tu aies un équilibre au niveau de la quantité par rapport à ça. Fait il faut tirer des femelles, mais est-ce qu'on a le droit de tirer des femelles dans ces coins-là aussi? Les gars ne les tirent pas par principe de vouloir avoir plus de chevreuil. C'est un peu les deux, Raph. Il y a des très, très peu de permis de tirage au sort femelle dans les zones à faible densité, ce qui est très dur à comprendre parce qu'il y en a. Fait que c'est toutes des femelles qui mangent dans l'habitat pour rien. Pour rien. Parce que c'est pas ça que le chasseur veut avoir. Puis en même temps, c'est pour ça que la nature veut avoir autant de femelles puis de veaux puis pas de mâles. Les ruttes s'étirent sans plus finir. C'est dur pour les pauvres spikes qui survivent. Puis là, quand je te parle mettons, de la Zach Owen, c'est des érablières, c'est grand, c'est des forêts matures. C'est clair que tu n'as pas des grosses densités de chevreuil. Fait que le 15 à 20 femelles et veaux, c'est sur des distances de 4, 5, 6 km² de territoire. Là. C'est pas sur 200 arbres, là. Fait que c'était sur le grain, là. Et là. Bon, fait que disons qu'on est
on est entouré de bons voisins tout le tour, puis que là, on a envie de se lancer dans l'aménagement en fait, pas dans l'aménagement, mais dans l'exploration de ce qu'on pourrait faire pour améliorer, disons, notre territoire. Tu as parlé de la qualité de l'habitat tantôt, avec un sanctuaire. Disons qu'on commence avec la qualité de l'habitat. Est-ce que tu pourrais le catégoriser? Tu sais, l'habitat, Oui. c'est vague. De quelle façon qu'on pourrait. Ben, la première chose, d'évaluer des sites où il y a des zones où c'est très peu accessible pour l'humain. Tu sais, une grosse swamp, des zones sales, des places où les gens penseront pas à aller. Ça, c'est le genre de place que tu viens à bout de te protéger une coupe de mâles parce qu'ils viennent à bout de se cacher et d'éviter les chasseurs. Fait que ça, j'ai remarqué ça. Souvent, des territoires où on avait quelques mâles matures, souvent on était proche de ces zones-là où c'est très, très, très sale. Fait que combinaison de différents habitats. Zones, voyons, marécage, sale, ça te prend de l'eau, ça te prend des zones où oui, tu vas avoir une partie érablière ou des forêts plus matures qui vont pousser d'autres types de plantes avec des arbres à noix. Tu sais, des hêtres, c'est excellent dans les érablières pour la faune. Les hêtres vont produire des noix qui sont riches en hydrates de carbone, qui vont lui faire les réserves de gras. Pourquoi qu'ils vont tous dans les champs de maïs? On coupe tous ces arbres-là. Les hêtres, quand on fait une érablière, on coupe les hêtres, on coupe les chênes, on coupe tout ce qui est arbre à noix, carrier, ce qu'on garde, c'est les érables à sucre pour faire du sirop d'érable. Le bois de qualité de support, de qualité de support, dans le fond, il n'est plus capable de supporter, vu que les chevreuils se pichent vers l'agricole. Ouais, puis il n'y a pas assez de nourriture pour nourrir toutes ces bouches-là. Fait que ça, c'est les cachettes, nourriture, de l'eau, quand tu as tous ces facteurs-là, puis tu sais, d'avoir des habitats différents comme des friches. Les friches, c'est des belles places pour le chevreuil. Des baies de foin, les chevreuils adorent ça. Des friches où il y a beaucoup de forbes, ce qu'on appelle là, des feuillages, des plantes annuelles feuillages. Les chevreuils se nourrissent beaucoup de ça au printemps. Fait que ça, c'est le genre d'habitat qu'il faut rechercher pour retrouver des signes de beau mâle. OK. Donc, on pourrait dire que c'est la qualité du couvert forestier. On pourrait dire que c'est Ouais. la qualité de la nourriture disponible sur votre territoire. Ouais. Puis c'est que la diversité d'habitat, puis peut-être la structure aussi. Quand on parle de structure, c'est bon, la structure de l'habitat. Oui, Tu vas parler, ça peut être différentes choses, différents types d'habitats qui se touchent ensemble. En fait, une terre uniforme, l'uniformité est un peu l'ennemi du chevreuil, si on veut, là, dans le sens que c'est pas un habitat qui favorise une grande quantité de chevreuil. Absolument. Puis, tu sais, on a des terrains où on a 4, 5 habitats différents qui se touchent pas très grands. Là. Ça, c'est hyper productif. Ça. C'est hyper productif. Ça. C'est plein de transitions. Les chevreuils, c'est des bébites de transition. Oui. Donc, c'est clairement des choses. Fait que sur vos territoires, bon, en fait, on va commencer en ordre. Là. On ira pour la diversité après d'habitat. OK. Bon, qu'est-ce qu'un bon couvert forestier et quelle influence ça peut avoir sur les bocs matures? Un bon couvert forestier, tantôt, tu as dit que c'est quelque chose qui est sale, c'est un endroit qui permet aussi, mettons, pour l'hiver, avoir certaines. Pour l'hiver, Raphaël, pour l'hiver, c'est un autre type d'habitat. On parle de forêt mixte. On pense tout le temps que c'est des grosses cédrières, mais il faut faire attention, ça prend de la nourriture aussi, ça prend pas juste le couvert. Fait que de faire des petits bûchers intelligemment dans un ravage, c'est très positif. Tu ne bûches pas à blanc. Mais de faire d'avoir des trouées pour faire pousser de la végétation pour qu'ils puissent se nourrir durant l'hiver. Moi, chez nous, tu le sais, Raph, tu as vu comment c'est fait. Il y a du sale, très, très, très sale, mais à côté, c'est quoi? C'est de la luminosité, puis c'est toutes des plantes bleuettes, des arbustes, c'est plein, plein de bourgeons. Fait qu'ils ont de la nourriture pour l'hiver, puis ils ont le couvert. Fait que ça, c'est le type d'habitat que ça prend pour faire une belle qualité de ravage. Fait que de bûcher le ravage, je vois aucun inconvénient, mais pas le faire de la même façon que les grosses compagnies forestières. Pas bûcher au complet. Non, non. Puis l'habitat estival, là, ça va être des zones plus où surtout quand il y a beaucoup de pression de chasse, ça va être des zones marécageuses où des fois il y a beaucoup d'eau, puis c'est des petits îlots au travers ça, là, des îlots au travers d'une petite marécage. Là. Le chevreuil adore se coucher là-dedans. Il y a la paix. Il y a la grosse paix. C'est sûr, certain. Exact. Fait que ça, c'est le genre d'habitat que si tu as un type d'habitat comme ça, plus des zones qui ont de la nourriture selon les saisons,
parce que le chevreuil se nourrit selon les saisons. Ça change au fil de la saison. Mais le mâle va être concentré à des places comme ça où il va pouvoir retrouver ça tout au long de la saison estivale. Un autre gros sujet, on a parlé de la qualité de la nourriture disponible. C'est quand même un gros facteur. Pourquoi c'est si important dans le fond? Parce que la nourriture n'est pas la même tout au long de l'année. Donc, c'est important d'avoir une qualité de nourriture sur un terme de pas juste genre l'automne, ça en prend aussi l'été. Puis, Faut comprendre, Raphaël, que comme j'expliquais tantôt, là, puis surtout, pas que pour le mâle. Tu sais, les femelles ont le défi à eux. Eux, c'est de nourrir un fœtus qui va naître très tôt au printemps, puis qui vont allaiter tout l'été. Fait que c'est très demandant au niveau énergique. Fait que c'est d'autres défis. Mais pour le mâle mature, lui, c'est une course contre la montre. Il faut du printemps, aller jusqu'à fin de l'été, c'est de manger de la protéine pour remonter sa masse musculaire, sa masse corporelle. Ce que le boc veut, c'est prendre de la masse corporelle, parce que plus le mâle va être gros, c'est pour ça que les bocs sont plus gros dans l'hémisphère nord, comme nous autres au Québec ou au Canada, parce que c'est une façon de combattre le froid à l'hiver. Tu prends une grosse bouteille de Pepsi 2 litres, là, remplis ça d'eau, là, puis pogne une petite bouteille 500 ml à côté, mets ça dans le congélateur, tu vas voir lequel des deux qui gèle en premier. Tu perds beaucoup plus d'énergie quand tu es tout petit à combattre la gelée, tu comprends? Fait que les mâles, c'est pour ça qu'ils sont plus gros, parce que quand ils ont dépensé beaucoup d'énergie pendant le rut, mais pour combattre le froid, c'est ce qu'ils ont développé comme stratégie dans le Nord, c'est d'être plus gros pour être capable de combattre ce froid-là. À l'inverse du Sud. À l'inverse du Sud, qui sont plus petits. Absolument. Pour combattre la chaleur plus facilement. L'évapotranspiration de l'eau, quand tu fais Fait que plus eux autres, la surface est petite, moins qu'ils vont perdre d'eau, plus ils vont être efficaces dans les zones de sécheresse. Fait que c'est un animal qui s'adapte énormément à son habitat. Puis dans le Nord, c'est comme ça qu'il s'est adapté. Fait que ça, c'est un des points importants. Puis ça, pour prendre la masse corporelle, c'est de la protéine. Comme quelqu'un qui s'entraîne, il mange de la protéine, il va faire des muscles. Il va développer ses muscles. Puis au fur et à mesure que la saison avance, à partir du mois d'août, les journées commencent à raccourcir, toutes les hormones changent au niveau du chevreuil, il sait qu'il faut qu'il se prépare pour le rut. Là, c'est l'accumulation de gras. Les hydrates de carbone. Les hydrates de carbone, c'est un sucre complexe qui va être transformé en réserve de gras au niveau des fesses, surtout. Puis, il va se servir de ça pour se nourrir alors que la nourriture va être très rare durant l'hiver. Parce que les sources de protéines ne sont pas les mêmes que pour les hydrates de carbone. T'sais, on peut déterminer ça comme en deux types de nourriture, si on veut, différentes, ou si, mais la protéine, bon, on peut penser au soya, d'après moi, qui est riche en protéines. Puis tu arrives après ça dans l'hydrate de carbone, whoop, là, on tombe dans le maïs ou dans des choses un peu similaires. Mais dans une forêt, qu'est-ce qui peut procurer, disons, l'équivalent? Bon, regarde bien. Dans la forêt, là, quand ça débourre au printemps, là, toutes les forbes, toutes les plantes annuelles qui ont à feuillage, même les mauvaises herbes comme le chénopode, l'herbe à peau, le pissenlit, il y a plein de plantes. Voyons, on cherche, pas l'asclépiade, excuse, l'impatience du Cap. L'ortie, ils vont entendre que ça gèle un peu, mais pendant l'arc, quand tu as des belles zones d'ortie, aussitôt qu'il y a la première gelée, ils switchent tout là-dedans. Puis là, ça ne lui pique pas le palais, fait que là, ils mangent toute l'ortie. Fait que, il y a plein de périodes de l'année qui a une raison pour laquelle ils vont manger dedans, mais la période du printemps, là, c'est là que les plantes débourrent, puis qu'ils vont se dépêcher à faire leur floraison pour se reproduire. OK? Mais la protéine, c'est là qu'elle est à son meilleur. Quand que tu t'en vas avec des jeunes plantes qui se développent, qui captent beaucoup d'azote du sol pour préparer le floraison, bien, c'est là que la plante est plus riche en protéines, puis c'est là que les chevreuils en ont le plus besoin. La nature est super bien faite. Fait qu'eux autres, ils mangent, je te dirais, là, à partir du débourrement, là, début mai, aller jusqu'à fin juin, là, ils vont manger beaucoup de ces annuels-là qui sont riches en protéines. Qui sont en développement, qui ne sont pas encore à maturité. Puis Puis quand ces plantes-là atteignent la floraison, là, la protéine plante elle diminue rapidement.
Et c'est pour ça quand on dit que quand les rudes sont condensées très tôt, ben les veaux vont profiter de cette manne-là, que les femelles Mhm. vont produire beaucoup plus de lait parce qu'il y a beaucoup de protéines dans les plantes. À partir du moment où la qualité des herbes diminue, ben ton veau va être moins bien nourri, va être moins bien préparé à l'hiver, puis c'est là qu'on a des pertes hivernales parce que le veau n'est pas né au bon timing. La nature, ce Un qu'elle veut, veau c'est qui dans... naît en juillet, mettons, là. Exactement. Fait que, tu sais, quand t'as une petite hiver, c'est pas pire, mais si t'as une grosse hiver, c'est de la chair à coyote automatique. Mhm. Fait que ça, c'est la première étape, les protéines. OK? Quand on parle d'hydrate de carbone, ben dans la nature, normalement, tu as des arbres à noix. Souvent, c'est les arbres à noix. Tout ce qui est riche Mhm. en hydrate de carbone, comme le maïs, le chêne, les chantainiers. Les chantainiers sont quand même mieux, mais le reste, c'est tout assez faible en protéines. On parle de 7-8 de protéines. Mais c'est très riche en hydrate de carbone. Tu sais, une noix de chêne, c'est pas riche en Mhm. protéines, c'est Non. riche en énergie. Fait que Mhm. c'est là que là, ça switch. Fait que quand la nature est bien faite, tu arrives au mois d'août, septembre, Mhm. toutes les noix commencent à tomber. Là, les animaux se nourrissent tous de ça pour faire le réserve de gras pour se préparer à l'hiver. Ah, Fait que, c'est toute qu'une chaîne, hein, quand on pense à ça. Mais la chaîne est un petit peu coupée à bien des endroits parce que tu sais, les hydrates de carbone, malheureusement, bon, dans le sud du Québec, des chaînes, il n'y en a plus tellement. On a ah, beaucoup d'agricoles, on est sauvé par ça, mais c'est ouais, l'agriculture qui supporte ces chevreuils-là, malheureusement. absolument. Euh, Absolument. mais des chaînes, bon, peut-être dans l'Outaouais, il y en a un petit peu. Il n'y en a plus beaucoup de zones comme ça. C'est triste, mais. Non, parce qu'on a favorisé, mettons, il y a bien des endroits qu'on a favorisé les érablières. Fait qu'on a coupé toutes les arbres à noix pour protéger nos érables. Mais Mhm. en même temps, ils ont un rôle à jouer, un rôle hyper important. Puis, la base est là. Quand Ouais, on parle de biodiversité, c'est tout ça. C'est tout ça, parce qu'il y a toujours, il y a toujours des parties de saison où ça va être plus triste en production de noix, mais qui vont aller chercher de leur nourriture dans d'autres types de plantes. Fait mhm. que quand tu as de la biodiversité, bien, le chevreuil est beaucoup plus résilient, beaucoup mieux préparé aux hivers. Ouais. Puis on voit aussi tu sais, l'impact, bon, on regarde chez nos fameux voisins américains, Oui, d'une certaine façon, tu sais, on voit des gars faire des chats nourriciers, puis des chats nourriciers qui ne sont presque pas touchés, parce qu'au final, les chevreuils se nourrissent de la forêt. Parce qu'eux, ils ont énormément de chênes, énormément de. Fait que les chevreuils, ils ne sont même pas intéressés d'aller dans les champs nourriciers, dans l'agriculture. Ils ne les voient même pas dans les champs, ils restent dans les bois, ils mangent. Tant qu'il y a des noix, ils vont rester là. Puis après ça, quand que les noix seront peut-être peu appétantes ou qu'ils vont passer au travers de la majorité, ben là, exact. whoop, ils vont commencer à réapparaître. Les statistiques vont dans ce sens-là. Les bonnes années de production de gland de chêne, Mhm. les récoltes de chevreuil diminuent assez drastiquement. Ils ne bougent pas. Ils Non? restent dans le bois. Exact, Ouais. exact. Fait que, tu sais, fait que, à grosso modo, là, quand on parle de nourriture, là, c'est deux aspects, c'est la protéine et c'est les hydrates de carbone. Ça, OK. c'est les deux points hyper importants. Ce qui est quand même simple, bon, je pense qu'on va l'aborder tantôt, mais tu sais, on s'entend que pour créer de la protéine, si vous êtes propriétaire d'une terre ou si la personne qui voulait la terre vous donne la permission de faire des trouées pour favoriser la production de végétale au sol, la régénération de la forêt, c'est quelque chose qui est à la portée de tous et qui ne Mm. coûte pas cher. On Non, s'entend? Puis, absolument. puis après ça, le bout compliqué, peut-être, ça serait au niveau des hydrates de carbone, mais ça, je pense que planter des chênes, t'es rendu un expert, ça se fait. C'est un projet. Mais tu sais, quand on parle d'améliorer une terre Ouais. pour la chasse au chevreuil ou d'améliorer une terre pour le chevreuil, il n'y a rien qui se fait vite. Non, Malheureusement, là, ça se non. fait. Oui, on peut faire des champs nourriciers, puis on va voir un effet rapide. Mais tu sais, des modifications comme on parle là, de faire des bûchers, mais le bûcher avant qu'il donne à maturité, ça prend 2, 3, peut-être 4 ans avant qu'il donne son potentiel. On plante des chênes, ça prend combien de temps, Luc, avant que ça produise des glands? À peu près une quinzaine d'années, 15 à 20 ans. Faut être Ouais, patient. c'est c'est ça. Il faut être patient, mais c'est du long terme. Il faut voir Oui, le big picture et pas juste tu sais, penser aux bénéfices ouais. rapides, si on veut. C'est drôle parce que, tu sais, que j'ai commencé en 2007 à planter des chênes sur ma terre à Roxton. Puis le monde riait tout de moi. Voyons donc, tu verras jamais le bout. Hey, les chênes rap, ça mesurait 6 pouces de haut. C'était 6 pouces de haut. Là. Puis là, je m'attendais à. J'étais excité de voir quand est-ce que je récolterais mes glands. Et, En 2007. L'année passée, en 2025, ça fait 18 ans,
Puis ça fait déjà 3-4 ans que je commence à ramasser des liens, mais l'année passée, ça commençait à être vraiment intéressant. Puis mes premiers châtaigniers ont produit le premier noix Voyons l'année donc, ouais. passée. Ben Ah oui? oui, là, mes noix sont dans le frigidaire, puis ils sont en stratification pour les planter au printemps. Je vais produire mes arbres que j'ai plantés. Là, les châtaigniers, c'est plus vite, Ah, c'est 12 à 15 ans, les châtaigniers. les enfants de tes enfants, toi, c'est malade, ça. Ah, c'est fou. Puis là, tu sais, quand tu commences à voir ça, t'en replantes des nouveaux, c'est pas grave, tes vieux sont là, ils te motivent parce que Mhm. ce que tu vois vraiment que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de voir aller ça. J'ai acheté des chestnuts. Tu sais, on en parle, puis tout, on voit ça aussi dans les produits de chasse. Puis bon, Oui, hey, ça goûte quoi le chestnut? Mais j'ai goûté Colin, puis c'est hey, bon, c'est hein? sweet, là. Mais non, C'est bon. Fait que c'est j'ose imaginer que les chevreuils, les bocs, quand ils tombent là-dedans, c'est fou. Ils viennent la les bave yeux. va là. Ah ouais, ça doit. Ils viennent les yeux dans la brume, la bave coule. Écoute, je l'ai vu, moi, devant moi, parce que j'avais tonné des chestnuts de l'Ouest canadien pour le tester, là, puis Mhm. c'est malade de voir ça. Puis je te dis, là, quand ils ont ouvert les noix, il fallait que je me dépêche pour aller ramasser parce que ça se ramassait tout à mesure. Ils n'ont jamais goûté à ça. Puis ils trouvent tout de suite ces noix-là, puis ils mangent. Puis on parlait tantôt, tu sais, des noix, c'est des hydrates de carbone, mais le châtaignier, oui, c'est probablement une des plus belles qualités d'hydrates de carbone, très sucré, mais c'est riche en protéines, 2 à 3 OK. fois plus que les chênes. Ah oui, en Fait que plus. c'est une des meilleures noix qu'il n'y a pas. Puis malheureusement, au début des années 1900, il y a une Mhm. maladie terrible qui est venue tout détruire ces arbres-là en Amérique du Nord. La pire catastrophe écologique qu'il y a eu en Amérique du Nord. C'est au-delà de. C'est au-dessus milliard d'arbres en Amérique du Nord qui sont tous décédés avec ce champignon-là. Mais là, ils ont sorti des variétés qui sont résistantes, ou en tout cas, ils Ouais, travaillent du moins pour. Fait ouais. qu'on peut en planter, puis il n'y aura pas de danger à ce niveau-là, là. Pour te donner une idée, là, il reste une trentaine d'arbres en Amérique du Nord au-delà de 12 pouces de châtaigniers d'Amérique indigènes. Indigène, au-delà de 12 pouces de tronc, tu veux dire, de Oui, diamètre ou de. oui, OK. 12 pouces. Fait que une trentaine d'arbres qui ont résisté aux champignons. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des croisements avec ces arbres-là qui ont le gène de protection. Puis Mhm. avec les pépiniéristes, ils commencent à vendre partout. Moi, c'est de là que j'ai acheté mes châtaigniers. Puis à date, ça va super bien. Ils sont vraiment beaux. Puis c'est trippant à voir la première noix. Ah Raph, ouais, c'est. moi, Hey, juste à te regarder en parler, esti, ça me fait triper, je m'en suis commandé à cause de toi. Fait que je vais ah en non, planter, moi aussi. j'irai te montrer ça chez nous cet été. Tu vois, c'est Ouais, ouais, capoté. je vais être curieux de voir ça, parce que ça a l'air c'est un très bel arbre, là. Tu sais, Tu ne c'est tiens une pas la barbe. cocotte dans tes mains, hein, c'est piquant au bout, c'est vraiment piquant, ça pique comme des aiguilles. Ah ouais. Puis, ah ouais, puis c'est gros, presque comme une balle de tennis, un petit peu plus petit. Mais le chevreuil casse ça avec sa patte, ou si, dans Non. le fond, quand elle tombe, elle rouvre? La noix, quand elle mûrit, elle rouvre, puis les noix tombent au sol. OK, Là, le chevreuil mange la noix. c'est là qu'il Ah, mange ça. alors, OK. c'est bon, c'est une maudite belle noix. Là. Bon, super. Fait qu'on a un petit peu élaboré à ce niveau-là. Tantôt, on va parler un peu de ce qu'on peut faire pour améliorer ces volets de nourriture-là. Maintenant, on va sauter plus dans le volet diversité d'habitat et de structure sur une terre. Bon, ça veut dire quoi une diversité d'habitat? Puis pourquoi est-ce que c'est si bon d'en avoir? Mais pour plusieurs raisons, Raph, tu sais, as vu mon terrain, comment il est fait, là? Oui. J'ai plusieurs types d'habitats. Tu sais, tu te rappelles, dans le fond à gauche, j'ai une bête de foin, un habitat. J'ai noté au moins 4 à 5 types d'habitats Hein, différents sur ta terre, Luc. absolument. J'ai une 4 à place. 5. Peut-être t'en as-tu compté plus, je sais pas, là, mais tu sais, Ben, de mémoire, là. je vais te les compter vite fait. On part de la gauche, là, tu as la baie de foin à Uh-huh. l'autre bout, qui est un habitat excellent pour faire naître les veaux. Les veaux Mhm. se cachent là-dedans, ils sont protégés des coyotes. Fait que ça vient d'un herbe très, très, très rond. C'est un champ de switchgrass, carrément, naturel. Mhm. Mhm. Fait que, après ça, tu t'en vas sur le plateau de bois frais. Fait que c'est un mélange de trembles et D'érable. d'érable rouge, d'érable à sucre, des choses de même. Fait que ça, c'est plus clair semé, le soleil rentre plus. Après ça, tu arrives dans une tourbière, carrément Mhm. une tourbière que tu te créerais dans le Grand Nord. C'est de la grosse tourbe, les arbres poussent presque pas. Après ça, tu t'en vas à droite, tu as la friche, où c'est de la verge d'or, puis que c'est comme des petits arbustes, puis
Fait que quand tu rendu à regardes ça, 4. tu es rendu à 4, Mais plus les comme tu as des zones. mélèzes aussi, tu as des zones de conifères, de mélèzes Oui, intenses dans lesquelles il y a des trouées, puis c'est là que ton érable rouge repousse, là. exact. C'est là que les ravages se situent, dans les zones de mélèze, mélange de mélèze, épinette rouge, épinette Mhm. noire. Et puis, sur le bord des ruisseaux, où ce que ça a été comme drainé à cause de l'agriculture, ben, tu as un 150 pieds où ce que ça pousse du cerisier d'automne, de l'érable rouge, puis tous des arbres à feuillus, là. Fait qu'il y a Mhm. plus de lumière. Fait que écoute, je pense c'est 6 C'est habitats différents. 5 à 6, ouais, c'est ça, habitats différents. Ouais, Donc, on sait à quel point il y a une belle qualité de chasse chez vous, fait qu'on peut comprendre vite l'importance que ça a, du fait que absolument. Absolument. il y a un habitat pour chaque temps de l'année aussi. Tu sais, on s'entend qu'ils ne sont pas nécessairement dans les habitats d'hiver pendant l'été et vice-versa. Donc, c'est ça l'importance de la diversité d'habitats, là. Absolument. Puis c'est là que ça joue un rôle parce que ça joue un rôle dans le couvert, ça joue un rôle dans la protection des jeunes faits quand c'est le bon moment contre les prédateurs, ça joue un rôle pour les nourrir, ça joue un rôle pour l'hiver dans le ravage. Écoute, Mhm. ce temps-là joue des rôles sur plusieurs facettes, là. Fait Ah que, oui. Les jonctions de ces habitats-là, il y a forcément plus de lumière parce qu'il y a comme un contraste, donc il y a de la nourriture là. Tu sais, c'est fou l'attrait que ça peut avoir. Mais en même temps, c'est quelque chose de difficile aussi à atteindre si on ne l'a pas déjà. Ça se fait, mais peut-être pas 6 habitats différents. On s'entend que ça se mode, tu sais, on est capable de modeler un peu, ouais, mais d'en avoir peut-être un à 2, tu sais, on ouais, peut un bûcher, ça revient en friche. On exact, peut, mais exact. à part ça, Mais d'en avoir autant, c'est exceptionnel, là. Je vais être ah ouais, honnête avec ouais, toi. c'est C'est un, jackpot. c'est un territoire comme, qui est vraiment exceptionnel par rapport à d'autres. Tu sais, mon terrain à Roxton, ça n'avait rien à voir. À Roxton, j'avais une, deux, trois types d'habitats. Parce que l'agricole fait partie d'un habitat. J'avais Mhm. l'agricole, j'avais l'érablière, puis j'avais le bois plus sale, plus sanctuaire, là. Puis Fait que, t'en tu as-tu sais, mis des efforts à Roxton, Luc? ah, T'en j'en as-tu ai, mis des efforts pour essayer d'amener ça à un niveau comme tu voulais l'avoir, puis au final, t'es transféré de place, puis tout de suite, tac, ça ouais, a été comme instantané, instantané. instantané. Mhm. Écoute, j'ai mis au-dessus de 2020, j'ai mis au-dessus de 20 ans à développer ce terrain-là pour m'amener à abandonner parce qu'il n'y a rien à faire. Puis surtout avec le nouveau règlement qui avait sorti, Mhm. ils ont scrappé ça en 2 ans. Fait que c'est pas drôle, là. L'énergie et les arbres que j'ai plantés là, j'ai vendu ma terre. Jamais j'aurais pensé ça. Jamais. Non, non, moi non plus, jamais j'aurais pensé ça. Puis d'après moi, je sais pas, tu dois encore y rêver à tes arbres parce que tu en avais tellement pris soin, puis tu avais tellement. Ben, Mais je pense que tu as récupéré les plus beaux, hein, ou ceux. Tu sais, t'as pas non, ton châtaignier qui n'est pas de là que tu as amené ou. non, Châtaignier venait de la terre à Caroline. Fait Ah, qu'on a OK. récupéré ceux qu'on avait plantés chez Caro. OK, Mais parfait. à Roxton, je peux aller marcher là quand je veux. Le propriétaire, le nouveau propriétaire, et il me donne l'occasion d'aller sur sa terre à lui D'aller maintenant. flatter tes arbres. Il me donne toute l'opportunité comme si j'étais chez moi, là. Fait que c'est ça qui me donne une chance d'en profiter encore aujourd'hui. Mhm. Donc, les gens qui sont à la recherche de terrains de chasse à fort potentiel de chevreuil, tu sais, puis qui peuvent regarder même pour aller à un voyage, peu importe où, regardez toujours ce volet-là, la diversité d'habitats. Oui. N'allez pas dans l'uniformité parce que vous allez Non. trouver ça difficile de trouver des signes de chevreuil. Quand on va se promener sur la terre à Luc, il y a des diversités d'habitats, il y a des transitions. Les signes ne sont pas durs à trouver, ils sont tous là. Non. Mais Exact. quand vous n'avez pas de transition, trouver des signes de chevreuil, c'est un peu plus complexe. Donc là, il faut trouver la différence dans l'uniformité. Fait que si vous avez plusieurs choses de différentes, ben c'est tout un avantage, mais sinon, ben, c'est ça qu'il Ça, faut chercher, en tout ça cas, facilite le travail. Ça facilite le travail. énormément. Euh, OK, Luc, est-ce qu'on peut avoir une bonne qualité de chasse pour des bocs matures si notre endroit n'a pas tous ces éléments-là? Tu sais, on a parlé de la qualité de l'habitat, le couvert forestier, puis la qualité de la nourriture. Si tu n'as pas ça, là, est-ce que c'est possible? Si tu n'as pas un de ces trois-là, ou si tu n'as pas les trois, est-ce que c'est possible d'avoir tu sais, de quoi qui va durer dans le temps, mettons? c'est plus difficile. C'est plus difficile. Dans le sens que si j'avais un choix à faire, ce serait d'avoir une partie de bois très, très sale collée sur une grosse, grosse swamp et une couchette. Mhm. C'est la première chose que je prendrais avant les autres types d'habitats. OK. Parce que le chevreuil, le numéro un, c'est sa protection
Elle veut protéger sa vie, là, first. Mhm. S'il y a trop de pression de chasse, elle rentre dans le salle, puis elle va coller là. Fait que quand même, tu aurais les plus beaux chênes nourriciers, que tu aurais les plus beaux plantations de chênes, ou ainsi de suite. Si tu mets une Mhm. pression excessive, qu'il y a beaucoup de chasseurs, ça va devenir difficile, surtout pour les mâles matures. Récolter une femelle, c'est pas grave, mais récolter un mâle mature, moi, le numéro un que je ferais, ce serait un site très, très sale ou un sanctuaire où ce que le chevreuil se sentirait très à l'aise. OK. Donc, au final, si on n'a pas l'ensemble de ces trois affaires-là sur notre territoire, mais qu'on a toujours bien un sanctuaire ou une zone sale, on peut s'en tirer avec du chevreuil qui, sous la pression de chasse, peut se retrouver chez nous au final. Peut-être qu'il Ouais, n'y aura pas de chevreuil avant 2, 3, une semaine ou deux avant la chasse, mais dès qu'il y a de la pression, whoop, c'est là que ça rentre. ouais. Ou même pendant la chasse, ça peut arriver que ça arrive chez nous. Puis, Ouais, puis tu sais, mettons, t'as un terrain assez uniforme, puis tu sais, là, on s'entend pas. On s'entend que d'aménager un terrain de 20 acres, là, ça fonctionne pas. Là. À moins d'être collé sur une terre publique, qu'il n'y a personne qui chasse, c'est une chose, là, mais ça prend un minimum de grandeur. Puis là, après ça, tu es capable de faire, mettons, une trouée. Tu n'as pas de coin sale, ben fais un bûcher à blanc, un out par un out. Fais-en mhm. un par-ci, par-là. Je te garantis. Moi, on l'a fait chez mon frère dans la zone 6, là, où il y avait une pression terrible, puis c'était des érablières, c'était clair. On avait coupé un out de bois à blanc. C'était hallucinant, Raph. C'était hallucinant. Toutes les veaux étaient toutes couchées là-dedans. Les Ben femelles oui. se tenaient là. Fait que Mhm. si tu fais, mettons, 4-5 blocs d'un arc sur la grandeur du terrain de façon euh, difforme un peu partout, ton Stratégique aussi, tu sais, quelque part, pour ouais, avoir un peu, c'est ouais. un peu pour la chasse qu'on le fait aussi. Donc, Ben ouais. Si tu as des zones comme un petit cap de roche ou ben non, une rivière, un ruisseau, ou que tu es capable de faire des blocs, que lui va suivre ces zones-là, des corridors de mhm. déplacement, ben là, le mâle, il fait quoi? C'est qu'il va se promener d'un bûcher à l'autre pour aller voir les Les différents groupes de femelles. femelles, Mhm. pour voir s'il y en a une de chaude, puis c'est là que tu peux récolter ton mâle mature. Ça devient une stratégie intéressante. Mais dans la mesure où tu es dans un petit terrain, que tu es entouré de paquets de chasseurs, puis que les gars font pas attention, je peux pas vendre du rêve, Raph. Tu À le moins sais, de bûcher, à moins de bûcher 15 algues sur le 20 algues, puis de dire ouais, j'amène du chevreuil, puis t'as le bedding chez vous, ça, tu sais, mais encore là, mais il faut pas que les voisins soient collés et qu'il y ait plein de chasseurs parce qu'ils ben vont te non, c'est coller ça. ton bedding. Ah ouais, c'est ça. C'est fait. Si t'es trop grand, ils sont capables de. Ouais. Il n'y a Fait que, pas tu de. sais, c'est un peu ça, mais ça se fait, là. On l'a fait. Écoute, on a aménagé des terrains en Ontario. On a fait des beaux bûchers. C'était de toute beauté, là, le va-et-vient. Écoute, les chênes aussi, on avait 12 arbres de chênes aussi, puis il n'y avait même pas le chevreuil qui touchait durant l'été. C'est Ben, fou. Ils c'est étaient tous dans les bûchers. mhm. Fait que Tout en ça, train c'est. de manger la régénération, toute la source de Ouais, protéines qu'on parlait, là, exact. était là, là. Mhm. Exact. Fait que c'est le genre d'habitat qu'on peut créer assez facilement. Tu sais, on l'a dit, hein, on en parle souvent que la scie mécanique, c'est un des meilleurs Ah, outils pour aménager. vraiment. Là. Mhm. Faut faire de la lumière. Faire de la lumière, de la lumière. Puis c'est ça qui permet de créer des habitats. Là. C'est qu'avec la scie mécanique, tu sais, mettons qu'on regarde ça globalement, Luc, on va Oui. faire des trouées. On Oui. fait des trouées, automatiquement, ben, il y a de la lumière qui rentre, il y a de la nourriture l'été. Oui. Après ça, ça crée des edges, parce qu'autour de ça, les Oui. chevreuils vont chercher à se promener, à les visiter. Donc, tu sais, les transitions, on crée des transitions en faisant ça, forcément. Donc, c'est Oui. tout un paquet avec une scie, on est capable de toucher à plein d'aspects de ce que tu as mentionné tantôt, là. Tu sais, la qualité de Absolument. la nourriture va être améliorée, la qualité de l'habitat va être améliorée, la diversité de l'habitat va être améliorée. Oui. Donc, ça reste quand même que c'est un bel C'est outil. pas, c'est pas cher, là. C'est pas cher, là, de Ah dire, de non. faire premièrement, tu te mets en forme. Fait que le coup que tu sauves sur le gym, ça paye ta scie mécanique. Ah oui. Tu vas t'entraîner dans le bois. Puis là, tu crées vraiment des habitats. Puis d'avoir quand même des belles grandeurs. Puis je te dirais qu'il y a même des stratégies à positionner que tu créerais des corridors de déplacement entre ça qui Mhm. permettraient une belle qualité de chasse sans être dans une bête puis d'attendre le chevreuil. Puis souvent, dans Ouais. une bête, on leur fait peur. Là. Tu rentres, tu sors, tu leur fais peur. Deux Mais tu jours peux après, avoir il n'y a des plus rien. bêtes, mais les positionner puis chasser, tu sais, c'est pas Exact. directement la bête, là. Mhm. Exactement. Exactement. Donc, afin d'améliorer justement les points qu'on a parlé ensemble, mettons un sanctuaire. Y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour. Est-ce que ça se crée en faisant un bûcher, autrement dit? On bûche, puis on jette les arbres au sol sans les récolter, on les laisse là, puis on laisse la nature reprendre son cours. Ça, on crée un sanctuaire en faisant ça.
Absolument. Puis c'est pas un sanctuaire qui va se créer en 1 an ou 2, mais tu sais, Mhm. au fur et à mesure que ça va pousser, que ça va venir très, très, très sale, ça va devenir des zones très, très, très prisées par le chevreuil. OK. La nourriture disponible, bon, les champs nourriciers, évidemment. Ouais. Les Euh, chanoissiers, zabanois, arbre à fruits, des bûchers. Les bûchers, c'est carrément une très, très bonne source aussi. Quand on crée des puits de lumière, c'est probablement la meilleure source En pour les même temps que de chevreuils. faire le sanctuaire, tu crées de la nourriture. Tu sais, c'est fou, là, Ouais, comment que. ouais, ouais, Avec ouais. Messi. Ah ouais. Ouais, c'est pas Euh, long, là. Puis tu sais, Raph, on est allé en voir des aménagements, puis c'est fou mhm. la vie qu'il y a là-dedans, là, puis comment que ça bouge. Fait que, Ben, c'est pas juste bon pour le chevreuil. C'est bon pour les petits gibiers, là, la abs- gélinotupée, le lièvre, la bécasse, la bécasse, tu sais, les ouais, zones de foin, la bécasse raffole de ça. ouais. Tu sais, Puis c'est ça. là, à ce moment-là, il se passe quoi? Les prédateurs s'en viennent. Fait que, whoop, tu te mets à voir des renards, des coyotes, des pékins. Tu vois, la Ouais. nature explose quand tu crées des habitats Quand comme tu ça. te mets à voir ça, c'est que tu peux dire que ta mission est accomplie. Tu sais, Oui, oui, il va y avoir du chevreuil, mais quand tu vois comme le bienfait que ça a pour toute l'intégralité de la faune autour, là, ça veut dire que tu fais bien les choses. Mais ça, c'est le absolument. début à tout, puis ça se fait pas en une journée, là, évidemment. Bon, parfait. Puis la diversité. Au final, peu importe ce qu'on dit, que ce soit autant la nourriture disponible, la diversité d'habitat ou le couvert forestier, on vient toujours à la scie mécanique. Fait qu'au final, faites des trouées, puis vous allez être capable de Hey, tu peux en trouer, faire gros. boucher. Tu Ben peux en oui, faire gros. Tu peux en faire gros avec ça. ah ouais, clairement, clairement, pour améliorer toutes ces choses-là. Ouais, ouais. Donc, Luc, avais-tu un autre point à apporter pour ce qui est des bocs matures? Qu'est-ce qu'on n'a peut-être pas abordé ensemble puis que tu pourrais penser important à mentionner aux gens? Y a-tu quelque chose? Écoute, On n'a pas parlé de la pression de chasse, mais mais tu sais, il y a un point que tu sais, j'aimerais peut-être dire que. Parce que des bocs matures, c'est quoi un boc mature pour un chasseur? Mhm, Et tu sais, là, je pense que ce qui est important en tant que chasseur, c'est d'évoluer dans le temps. Tu sais, mhm. là, on a tous commencé à tirer un spike. Tout le monde l'a fait. Puis, tu sais quoi, ça fait partie du processus de devenir un bon chasseur. Puis un bon chasseur, c'est pas juste récolter un chevreuil, là. C'est de faire une bonne gestion de sa ressource pour être certain que le gibier il va être là année après année. Fait Mhm. que, après ça, tu as le 2,5, 3,5. Puis, tu sais, moi, au début, quand j'ai commencé mon premier buck à l'arc à 3,5, là, j'étais fou comme un balai, là. Ben oui. Aujourd'hui, j'en veux pas. Je veux me rendre ailleurs. Mais Mhm. c'est ça qui est le fun, c'est qu'un chasseur, je pense que la beauté de ça, c'est d'évoluer en tant que chasseur. Puis, tu sais, t'es 8 chasseurs sur le terrain, t'es pas obligé de tirer les 8 des bocs, là. Tu Ben peux non, en ben. profiter sans être obligé que tout le monde en tire un. C'est là que je vais amener dans le sens que si tu veux avoir un jour un succès de chasse pour des beaux mâles, tu peux pas espérer que tout le monde en tire un à tous les ans. C'est impossible. Ça n'arrivera pas. C'est d'être Ça. capable de se retenir au final de tirer Oui, pour te permettre de pouvoir le faire plus tard. C'est oui. aussi un truc Puis exceptionnel. si t'es plusieurs, ben, chasser 2 par 2, hein, avec une caméra, tu t'amuses. Tu sais, c'est ça qu'on fait, hein? Mhm. On est 2 par 2, puis sais-tu quoi, les jeunes Fait que, en tirent un gros, là, puis je suis présent, c'est comme si c'est moi qui l'avais tiré. On a du fun au bout. ben oui. On a profité à 2, on a mis ça sur la caméra, puis on n'est pas obligé d'en tirer à tous les soirs, là. Fait que, Parce que c'est peut-être les réseaux sociaux, quand on regarde ça, au final, ça a du bon, puis ça a du pas bon. Tout le monde veut montrer qu'ils sont des bons chasseurs, mais est-ce que le bon chasseur a nécessairement besoin de le montrer qu'il est bon? C'est non, un autre. puis c'est Ben, un très bon point, Rap, puis c'est pas je le parce qu'on dis, récolte pas qu'on n'est pas des bons chasseurs. non, Au contraire. non, puis je le dis, oui, moi, à mes yeux, là, quelqu'un qui me montre une photo d'un beau buck puis qui me répète à tout bout de champ, là, c'est pas ça. Un bon chasseur, là, c'est le gars qui est respectueux de la nature, qui a une conscience de l'impact qu'il a quand qu'il prélève un chevreuil, qui est capable d'éduquer les autres pour le faire. Mhm. C'est un chasseur qui est rendu à un niveau élevé. Celui qui est de son côté et qui veut juste prélever à tous les ans pour montrer sa photo, Il y a un il, bout il, qui comprend pas, là. ben, il le fait pas pour les bonnes raisons. Non. Il Mhm. le fait pas pour les bonnes raisons, puis ça, moi, ça me chatouille un peu. Je le respecte, mais ça me chatouille. Mhm. Donc, au final, c'est l'affaire de tous et chacun. Oui, On a beau, on est tous un peu interpellés par ça. Puis,
bon, on a souvent catégorisé des chasseurs de viandeux puis d'autres de chasseurs trophées. On n'est pas des chasseurs, tu sais, on est tous des chasseurs, ça n'a pas Oui, rapport. oui. Mais ces catégories-là, tu sais, c'est pas vrai qu'il n'y a aucun viandeux qui ne serait pas content de récolter un gros boc. C'est sûr et certain. Tu sais, je veux C'est dire, même sûr. s'il fait son spike à tous les ans, ce gars-là va, va triper 3 fois plus à récolter un boc mature qu'à récolter son spike, c'est sûr et certain. Mais c'est pas possible pour lui de le faire à chaque année parce qu'il n'y en a juste pas assez de boc mature. Mais Et j'avais vu un beau dessin animé, là, ça c'était vraiment drôle. Deux chasseurs qui passent, puis il y a deux chevreuils, deux bocs, un spike puis un gros. Fait qu'il y en a un, il dit Hey, toi, t'aimes ça, les spikes, je te laisse le spike, je vais prendre le gros. Et maudit, l'autre, je te dis que quand il voit le gros boc, pas sûr qu'il a le goût de tirer le spike. Fait que, tu sais, ah oui, c'est. Moi, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut se responsabiliser parce qu'on est vraiment beaucoup de chasseurs, trop pour la ressource qu'il y a. Puis il faut prélever la ressource de façon responsable dans le sens à différents segments. Faire récolter un non mix de femelles, récolter. Oui, on peut récolter une quantité X de jeunes mâles. D'ailleurs, dans notre projet qu'on avait présenté au ministère, on disait faites des tirages au sort, tirez 25-30% de tout mâle, là, des jeunes mâles, pour protéger encore une fois des 2,5 ou 3,5 qui pourraient aller un peu plus haut. Fait que c'est de répartir la récolte de façon logique. Puis, je vous le dis, là, si vous êtes 4 gars sur un bloc de 60 ans, vous pensez récolter un mâle chaque, si vous le faites, vous êtes dans le trou. Ben, ils peuvent le faire sur des mâles d'1 an et demi à chaque année. Vous allez être dans le trou. C'est ça. C'est dans le trou. Ils n'espéreront pas plus. Il ne faut pas espérer plus non plus de la façon que c'est fait. On peut pas. L'idiotie, c'est de toujours faire les mêmes choses à chaque année puis de s'attendre à un résultat différent les années suivantes. Fait qu'à quelque part, Impossible. Impossible. Il faut changer ça. Fait que, tu sais, pour les gens qui espèrent avoir la chance un jour de récolter des mâles matures, il n'y a pas beaucoup de chemin pour s'y rendre. Puis c'est exactement pour ça, Raph, qu'on se bat pour avoir la réglementation. On l'a vu dans le 6, comment que ça l'avait explosé, puis que les gens sont mis à avoir du fun. J'imagine qu'un jour, on va pouvoir vivre ça au Québec, à grandeur du Québec. Ben oui, lâchez pas votre beau combat, vous êtes ça serait fou. Ben oui, on a le potentiel, c'est sûr et certain. Il faut juste avoir les outils pour pouvoir s'y rendre. Exact. Donc, hey Luc, un gros merci. Ça fait déjà 1 heure, tu vois, on a à peine effleuré chacun des sujets. Je savais que ça va trop vite. Mais là, on veut. C'est trop facile aussi de s'évader d'un bord et de l'autre. Donc, bref, hey, ça fait un plaisir de parler chevreuil avec toi. Puis j'espère que les gens vont avoir aimé ça. Puis si jamais vous avez des propositions à faire de sujets vraiment plus précis qu'on pourrait élaborer comme 1 heure complète avec Luc, ben, faites-nous en part via le Facebook d'Arcmaniac, puis ça va nous faire plaisir. Si on voit qu'il y a comme une tendance sur un sujet, là, ben, on va accrocher Luc un soir, puis on va dire viens-t'en, Luc, on va parler de quelque chose, puis on va aller de fond en comble. C'est toujours un plaisir, Raph. Tu m'appelles quand tu veux, puis on fait une petite séance comme ça va me faire plaisir. Bon, ben c'est super. Donc, merci à tous d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine, la gang. Merci. Bye-bye. Merci, Luc. Bye. Ce podcast vous a été présenté par Premium Mix, expert en champs nourriciers, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery. Je vois ça, je suis tellement content. Gros, man. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt.